Quand on pense au royalisme, on a souvent cette image qui nous vient en tête. La France est perdue, il faut la sauver. Pourtant, aujourd'hui, le mouvement a bien changé et se veut jeune pour séduire un maximum de monde. Comme chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Louis XVI, des centaines de royalistes se rassemblent à Paris pour lui rendre hommage. Cette fois, j'ai décidé de m'y rendre et d'enquêter sur ce mouvement méconnu qui intrigue autant qu'il fait rire. C'est effrayant. Le retour de la monarchie absolue, ça a jamais été une bonne chose. Il faut évoluer. Ouais. Maxime, comme nous l'appellerons, a 15 ans. Il vit dans une zone rurale du Pas-de-Calais près de Boulogne-sur-Mer. Issu d'une famille chrétienne d'agriculteurs centristes, il grandit sans réelle éducation politique et c'est tout seul, par le biais des réseaux sociaux, qu'il va s'intéresser au royalisme. Alors comme lui, j'ai cherché sur TikTok, et comme vous pouvez le voir, on tombe sur des centaines de vidéos mettant en avant le parti. Des édits qui prônent l'aspect conservateur du parti, la gloire du roi et la beauté de l'histoire royaliste française. Toutes ces vidéos ont un seul but, redorer la couronne française. Le mouvement se veut jeune, moderne et tente, en s'adaptant au trend viral, d'effacer son image vieillotte et totalitaire. Mais derrière ces centaines de vidéos se cachent tout autant de comptes que de commentaires servant à rapatrier les jeunes perdus en quête d'identité politique. Et c'est comme ça qu'en 2024, Maxime a été séduit. Depuis, il a rejoint un canal Discord où il échange régulièrement avec d'autres jeunes comme lui, et au total, c'est 48 royalistes répartis sur tout l'Hexagone qui échangent sur leurs convictions et leurs ambitions politiques. Mais alors, qu'est-ce qui plaît autant aux jeunes dans ce mouvement ? Maxime m'a raconté avoir été séduit par le discours traditionnaliste religieux qui remet l'Église au centre de la France. Comme 8% des Français en 2025, il est favorable à l'abrogation des lois de 1905 qui prescrivent la séparation de l'Église et de l'État, faisant renouer la France à ses racines chrétiennes et effaçant ainsi le principe de laïcité. Toujours dans cette optique, de nombreuses mesures seraient mises en place pour favoriser les chrétiens, même si les autres cultes seraient tolérés. On retrouve là les positions chrétiennes conservatrices classiques comme l'interdiction de l'IVG, du mariage homosexuel ou encore du port de signes religieux autres que la croix. Un schéma pas étonnant quand on sait que 69% des adhérents sont chrétiens, même si on compte environ 29% d'agnostiques et athées confondus, et même 2% de musulmans, ce qui montre que le parti tend à s'élargir en intégrant un maximum de monde. Mais retenez bien ça, de manière générale, les idées au sein du parti sont très diverses, nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce qui a également séduit Maxime, c'est le concept de monarchie absolue. Si certains penchent plus pour une monarchie constitutionnelle avec des représentants élus et une assemblée, lui opte pour une position plus radicale. Pour lui, la République se perdrait avec des longues procédures entre l'Assemblée, le Sénat et le président. Là où un roi, accompagné de conseillers qu'il aurait lui-même choisis, alimenterait la France exclusivement en fonction de ses besoins. Une politique qui, selon le groupe royaliste, serait à l'opposé des politiques actuelles qui subissent des pressions extérieures, regardent leurs statistiques et adaptent leur discours afin de séduire une audience plus large. Bon, maintenant qu'on a compris qu'il souhaitait le retour d'un roi, encore faut-il en trouver un. Problème, sur le paysage français, on en compte deux. Qui peut sauver la nation? Un seul nom, Napoléon. Le duc d'Anjou, soutenu par les légitimistes, et Jean d'Orléans, appuyé par les orléanistes. Et les deux affirment clairement leur autorité. Mais d'où viennent ces mouvements et qui sont-ils ? Le premier est Louis de Bourbon, aussi appelé duc d'Anjou. Il naît à Madrid en 1974 et grandit dans une branche éloignée de la famille royale espagnole. Mais alors vous allez me dire, quel est le rapport entre Versailles et l'Espagne ? Pour cela, petit rappel de vos cours d'histoire du collège. Louis XIV accède au pouvoir à l'âge de 5 ans en 1643. Durant son règne, il aura un enfant, le grand dauphin, qui n'accédera jamais au trône, mais qui aura au moins le mérite d'avoir 2 successeurs. Le premier, vous le connaissez tous, c'est Louis XV, qui va régner sur la France après la mort de son grand-père en 1715. Le second, c'est Philippe V, qui à partir de 1700 va accéder à la couronne d'Espagne jusqu'à sa mort en 1746. Et c'est à partir de ce moment-là que les Bourbons vont doucement s'implanter en Espagne. Donc, si vous avez bien suivi, Louis de Bourbon est le descendant légitime de Louis XIV. Il représente les légitimistes, qui sont en gros les plus tradis des royalistes. Chez eux, la place de la religion est centrale, ils défendent une monarchie traditionnelle proche de celle de l'Ancien Régime. À noter que dans ce système, il ne pourrait pas y avoir de reine de France, même si j'ai posé la question à notre jeune royaliste, et cela ne semble pas le déranger. Alors, parfois, on fait des choses avec nos amis, comme, disons, des bêtises. Alors, une fois, on s'était caché derrière des arbres. À chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient, on faisait bouh. Bon, et les orléanistes dans tout ça ? Après les divers événements finalement classiques de l'histoire de France, comme la Révolution, les coups d'État de Napoléon et les Trois Glorieuses, les Français recherchent de la stabilité. Il leur faut un successeur à la fois proche du peuple, mais quand même de sang royal. Et là, bingo, Louis-Philippe est trouvé. C'est le chef de la maison d'Orléans, une branche cadette des Bourbons. Il se veut libéral, proche de la bourgeoisie, et se fait même appeler roi des Français plutôt que roi de France pour instaurer ce rapport de proximité. Bon, il ne saura pas garder le pouvoir indéfiniment puisqu'il finira à son tour renversé par la Seconde République en 1848, mais il permettra au moins aux Orléans d'intégrer le pouvoir royal.
Et Jean d'Orléans dans tout ça. À 60 ans, il est le descendant légitime de Louis-Philippe Ier. Et contrairement à Louis de Bourbon, sa famille n'a jamais été intégrée à une monarchie étrangère. Son parti penche plus pour une monarchie constitutionnelle, type 1830, et se veut moderne. Pour certains, les orléanistes se rapprochent plus du concept de république que de réelle monarchie. Bon, après ce détour historique, revenons dans le présent. Aujourd'hui, au sein des royalistes, les deux camps s'opposent, d'autant plus que depuis quelques années, Louis de Bourbon tend à s'imposer sur le devant de la scène. Il dénonce l'ingérence du gouvernement et se dit prêt à servir la France si les Français y étaient favorables. Bon, ma famille a servi la France depuis des siècles, et si la France le demande, je serai à son service. La condition indispensable, c'est que la France veuille le retour de la royauté. Alors j'ai posé la question à notre jeune royaliste. De quel côté était-il ? Il se revendique évidemment légitimiste, et comme la plupart de ces derniers, il voue presque un culte de la personnalité à Louis XX. Je lui ai demandé ce qui le séduisait chez lui, et il m'a juste répondu « Bah, juste son sang royal, quoi. » Mais alors, que se passerait-il concrètement si le roi venait à prendre une mauvaise décision ? Pourrait-il être sanctionné ? Non, c'est impossible. Bref, à l'inverse, Jean d'Orléans se montre plus discret. Même si à 60 ans, il tient une chaîne YouTube où il publie régulièrement des vidéos comme pour s'auto-souhaiter bon anniversaire. En ce jour de mes 60 ans, je souhaite porter un regard bienveillant sur ces années passées au contact de la France et des Français, et envisager un avenir serein. Bon, revenons à notre jeune royaliste. J'étais obligé de lui demander ce qu'il pensait des privilèges. Pour rappel, la société féodale était divisée en 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, qui représentaient à lui seul 97% de la population. La noblesse et le clergé étaient clairement favorisés, tant sur le plan économique que social. Quant au tiers-état, en plus de travailler manuellement, il devait des redevances mensuelles aux seigneurs. Ces privilèges ont été abolis le 4 août 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais pour Maxime, l'Assemblée constituante n'a rien révolutionné du tout. Pour lui, les privilèges auraient été de toute manière abolis plus tard par un roi, et les droits de l'homme auraient été même mieux formulés. En baladant sur les serveurs Discord, j'ai observé un motif qui revenait assez fréquemment. Outre les photos de profil de croix, de fleurs de lys ou les drapeaux de la royauté française, les portraits de 2 hommes m'ont interpellé. François Charette et Henri de la Roche-Jacquelin. Pour remettre les choses dans leur contexte, la France vit en 1793 une période difficile. Le roi Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier de la même année, et le pays est en guerre contre plusieurs monarchies européennes. D'un côté, ces dernières veulent stopper le mouvement français et remettre un roi en place. De l'autre, les révolutionnaires veulent exporter leurs idées dans les pays voisins. Une grande guerre débute alors, mais l'armée française manque cruellement d'hommes. Pour pallier à ce problème, une levée de masse est votée le 24 février 1793 par les Républicains. Tous les citoyens de 18 à 40 ans, non mariés ou veuves sans enfants, sont mis en état de réquisition permanente. L'objectif est de rassembler 300 000 hommes, et vous vous doutez bien que cette décision ne va pas faire l'unanimité. Mais si dans les autres régions les révoltes sont facilement écrasées par l'armée, au sud de la Bretagne, au sud-ouest du Maine-et-Loire et au nord de la Vendée, un petit village d'irréductibles royalistes résiste encore et toujours à l'envahisseur. Pour ces territoires de royalistes déjà profondément hostiles à cette révolution, c'est la goutte de trop. S'entame alors un mouvement de résistance. L'armée catholique royale est créée avec à sa tête François Charette. Et Henri de la Roche-Jacquelin, chef de régiment, est lui aussi un symbole fort du patriotisme. Durant 3 ans, cette armée va mener une forte résistance contre la République avant de finalement être vaincue en 1796. Aujourd'hui encore, ces guerres de Vendée sont fréquemment utilisées pour dénoncer la violence engendrée par la République à ses débuts. Certains vont même jusqu'à parler de génocide vendéen. En effet, on compterait environ 200 000 morts pour un territoire de 800 000 habitants, ce qui en ferait, pour certains, le plus gros génocide français. La guerre de Vendée, ça n'a pas été beau. C'est le premier grand génocide dans l'histoire de l'Europe. Il y a eu 500 000 morts. On prenait les mômes par les 4 bras. Génocide. Génocide, bien sûr. Évidemment, Pierre Chaunu a évidemment raison. D'ailleurs, plus aucun historien ne le conteste aujourd'hui. On prenait les gamins par les bras, par les jambes, on leur cassait la tête sur les murs des châteaux. En continuant de me balader sur le serveur Discord, j'ai pu lire ça. Il faut bien rappeler que le royalisme est un courant à majorité de droite, 58% se revendiquant à minima de droite et 21% à l'extrême droite. Pas étonnant quand on regarde leur programme qui se rapproche étrangement de celui du Rassemblement national. Bizarre. Oh alors. Notamment en matière d'immigration. Quand on se penche sur le programme de l'Alliance royale, un des plus gros partis royalistes, celui-ci condamne fermement la politique d'immigration actuelle qui serait la cause de nombreuses fractures, tant sociales que culturelles. L'AR appelle à un encadrement plus strict de l'immigration, mais se veut quand même moderne en affirmant le respect de la dignité humaine des immigrés. Dans le même genre politique, on a la figure emblématique de l'Action française, Charles Maurras,
qui en plus de soutenir le régime de Vichy, considérait les juifs et les étrangers comme des ennemis de l'intérieur. Cependant, je tiens juste à préciser que, comme pour les religions tout à l'heure, tous les royalistes ne se placent pas à droite de l'échiquier politique. Il y aurait environ 10% de centristes, 7% d'écologistes et même 1% à l'extrême gauche. Aujourd'hui, vous le savez, le royalisme peine à s'imposer au présidentiel, avec notamment 2 refus ces dernières années, en 2012 et en 2016, où Patrick Cosseron et Robert de Prévoisin n'ont pas obtenu les 500 parrainages d'élus nécessaires. Mais pour autant, le mouvement s'intensifie. Les élections municipales approchent à grands pas et plusieurs candidats royalistes commencent à faire parler d'eux, comme Sébastien Piffard qui représente le parti du Lys Royal. Il est candidat dans la commune des Hauts d'Anjou qui se situe dans le Maine-et-Loire. Et normalement, ce nom doit vous rappeler quelque chose. Bon, le retour du royalisme en France n'est visiblement pas prévu pour demain. A contrario, un pays en ce moment marque bien son souhait de retourner sous une monarchie, et c'est l'Iran. Depuis 1979, le pays est gouverné par le régime des Mollahs, qui forment une république islamique et autoritaire. Et ça ne vous aura pas échappé, depuis la fin 2025, de nombreuses manifestations sont organisées à travers le pays pour protester contre son régime et son guide suprême. Et beaucoup implorent le retour du prince Reza Pahlavi, qui est le fils de Mohammad Reza Pahlavi, l'ancien shah du pays. Je suis prêt à retourner en Iran dès que possible. On est en train de préparer tout ça avec mon équipe pour la transition. On espère que cette fois les Iraniens l'emporteront.